d'abord par souci de rigueur intellectuelle, ce que vous allez entendre là est un condensé de ce que nous avons collectivement réfléchi dans un colloque préparatoire à une des COP, je ne sais plus laquelle, qui s'est tenue à Marrakech les 18 et 20 octobre 2016, et notamment dans l'excellent résumé qu'un jour il faudra qu'on en diffuse, que Jean-Pierre Dubois en avait fait la synthèse de ce colloque, d'autant plus remarquable qu'il l'avait fait à pied levé comme ça. Donc je tiens, par souci de rigueur intellectuelle, à dire que c'est cette pensée collective que je vais ici reproduire. Je vais très vite aborder la question posée, et puis je vais en sortir, parce que je pense que cette question n'est pas existe, mais son énoncé n'est pas pertinent, et les réponses qui seraient binaires sur le terrain de on accorde des droits à la nature, on ne les accorde pas, me paraissent déplacées et je dirais presque hors sujet. Bien évidemment, la question n'est pas de remettre en cause la catastrophe climatique que nous sommes en train de construire et que nous construisons soigneusement depuis des siècles, ni même de la nécessité d'y apporter une réponse, mais de aborder avec rigueur ce que nous voulons dire dans la perspective éventuelle d'accorder des droits à la nature sous les différents aspects de la nature. Parce que on a évoqué un fleuve, mais il y a la charte des grands singes, il y a telle charte sur tel autre animal, sur telle autre forêt, etc. Arrêtons-nous 2 minutes sur quand même la notion de droit. Déjà, droit de la nature, c'est, à l'inverse de ce que je viens d'entendre, anthropomorphiser, pardonnez-moi ce barbarisme, la nature, puisque par évidence, la notion de droit ne peut dépendre que de l'humanité. Et si je voulais faire un peu de provocation, et je vais en faire, vous savez bien que j'aime en faire, c'est ce qui justifie que je continue à parler de droit de l'homme et pas de droit humain, parce que humain n'est guère qu'à ce moment-là qu'un adjectif au droit, et que la critique que nous faisons à cette terminologie se trouve justement là, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir les droits des arbres, les droits de ceci, les droits de cela, etc., alors que le droit, les droits, dépendent de ceux qui les conçoivent, et donc par conséquent de l'humanité. Nous ne sommes pas là en train de parler de faut-il protéger ou pas protéger. Nous sommes là sur la notion même d'édicter des droits, de reconnaître donc telle ou telle partie de la nature comme étant un sujet de droit, investi des responsabilités d'un sujet de droit. C'est d'ailleurs, par parenthèse, un des problèmes. Un droit implique un sujet de droit, et un sujet de droit implique une responsabilité dans l'exercice de ses droits. Alors, bien évidemment, imputer une responsabilité à la nature, on l'a fait. On l'a fait. On l'a fait au Moyen-Âge, au degré de l'Église catholique, avec les procès contre les abeilles, les procès contre les cochons, les procès contre la sécheresse, etc. Toutes choses duquel on peut espérer quand même que nous soyons sortis. Alors, je pense que le transfert de la notion de droit sur la nature approche quand même le sophisme. Imaginez une société humaine où le dominant édicte la loi, l'interprète et l'applique. Nous créerions tous à l'horreur. Le problème des droits de la nature, c'est que nous les édictons, nous les interprétons, nous les appliquons. Tout cela passe par l'humanité en charge de, dans cette théorie, définir les droits, les interpréter et les appliquer. Alors, au colloque de Marrakech que j'évoquais tout à l'heure, un intervenant était venu nous expliquer qu'il fallait négocier avec la nature. Et un certain nombre d'intervenants, d'autres intervenants, l'avaient alors questionné, mais qui négocie avec la nature?
qui représente la nature. L'humanité représente la nature. Ce qui pose un autre problème et une autre difficulté en termes de démocratie. Parce qu'à partir de là, vous aurez une part de l'humanité qui représente la nature, sous-entendu la bonne part de l'humanité, et une autre part de l'humanité qui porte atteinte à la nature contre laquelle il faut se défendre, c'est la mauvaise part. Les choses ne sont pas aussi noires et blanches que cela. La preuve en est, c'est que, je rejoins le discours du premier intervenant sur ce point, on ne peut pas se contenter, même si c'est extraordinairement pesant dans la destruction de la planète à laquelle nous assistons, on ne peut pas se contenter de dénoncer le mode de production capitaliste. Si vous prenez le mode de production dit socialiste, mais qu'en tout cas qui n'était pas capitaliste, de l'Union soviétique, il a éradiqué des régions entières en termes écologiques. Et alors là, pour le coup, le crime d'écocide est extraordinairement constitué. Et on ne peut pas résoudre cela simplement en termes de mode de production. Et puis, dernier élément, j'ai un peu de tendance à penser que le discours sur les droits de la nature sera un discours extrêmement difficile à mettre en œuvre, parce que ce sera un discours d'insécurité juridique. Si je caricaturais, je dirais il y aura un droit par catégorie d'arbres, par espèce d'arbres, parce que les besoins de telle ou telle catégorie, de telle ou telle part de la nature, ne sont pas les mêmes, les obligations qui en découlent ne sont pas les mêmes, etc. Cette extraordinaire variabilité, au surplus soumis encore une fois à l'appréciation de l'humanité, ça va un peu favoriser le même discours que celui qui remet en cause aujourd'hui, au nom des spécificités, des cultures ou autres, l'universalité des droits. Bon, on va proclamer les droits de la nature, on va même proclamer leur universalité, mais en même temps, on va dire telle espèce, telle tradition, telle culture. Ce discours-là, je le vis trop, nous le vivons trop collectivement dans la relativisation des droits de l'homme pour que nous ne prenions garde à ce qu'il ne supporte les mêmes inconvénients lorsqu'il... Bon, au total, vous l'avez compris, je pourrais terminer mon intervention là-dessus. Je ne pense pas rationnellement qu'il puisse être opératoire, utile, et je pense même qu'il sera contre-productif de conférer des droits à la nature. Autre chose, par exemple, est la notion de crime d'écocide. C'est une incrimination pénale, on définit un crime, un délit ou autre. Cela, c'est une toute autre nature des choses que de conférer des droits en la nature. En réalité, au fond de moi-même, je pense que ce débat-là est un excellent moyen, je ne dis pas de ceux qui le portent, mais le débat lui-même est un excellent moyen de ne pas se confronter au paradigme catastrophique que le premier intervenant l'a évoqué, que Descartes a résumé en faisant de l'humanité le maître et le possesseur de la nature. Nos sociétés, quel que soit leur mode de production, reposent sur ce paradigme, et c'est celui-là qu'il faut absolument remettre en cause. Et je ne pense pas qu'instituer une représentation et des droits autonomes des éléments non humains, je pense plus exactement que faire cela continuerait à faire de l'humanité une espèce à part, et non pas une espèce dans la planète. Alors, je rassure tout le monde, hein, je ne deviens pas antispéciste. Ça m'est absolument étranger. Mais il n'empêche que considérer la nature ou l'humanité en dehors de la nature, c'est encore reproduire une césure, et donc favoriser, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,
une forme de surplomb de l'humanité, alors que, je le crois profondément, il nous faut réintégrer l'humanité dans un concept, alors on peut l'appeler de différentes manières, moi je vais, pour la facilité du langage, je veux dire de la planète dans son ensemble. L'humanité ne doit être qu'une partie du tout. Et il est absolument, bien évidemment, nécessaire d'aller au-delà de l'affirmation de principe et donc de l'inscrire dans le droit. Car sans inscription dans le droit, donc dans la contrainte, et donc susceptible de recevoir une sanction, cela n'aurait aucune utilité. Et c'est d'autant plus nécessaire que cela doit être positionné à un stade de la hiérarchie des normes qui est bien au-dessus du politique. Comme les droits de l'homme fournissent un cadre général duquel, après, il appartient aux politiques de déterminer les modalités d'action, mais qui doivent s'inscrire dans ce cadre général. Et cette capacité, cette obligation faite à l'humanité de réintégrer le tout doit être un des guides, me semble-t-il, de ce cadre général. Alors on me dira que ce que j'ai dit tout à l'heure vaut là aussi, c'est-à-dire que c'est toujours l'humanité qui édicte, qui, donc par conséquent, risque de définir que son propre intérêt. Deux choses me paraissent devoir être dites à ce propos-là. La première, c'est que si on positionne l'humanité non pas comme extérieure, non pas comme en aplomb, eh bien, il s'ensuit nécessairement, je dirais presque mécaniquement, il faut faire attention à ce mot, c'est un résumé, un positionnement qui ne peut plus conduire simplement à construire un droit au regard des seuls intérêts de l'humanité. Et puis on sait bien depuis 1789 qu'il existe des droits fondamentaux intangibles et que ces droits fondamentaux intangibles ne sont pas sans limite puisqu'ils correspondent des obligations responsables auxquelles on ne peut pas non plus déroger. Alors, il me paraît nécessaire de réfléchir à une réécriture des droits autour d'un intérêt général planétaire et non plus simplement humain. Et cette réécriture me paraît devoir s'inscrire dans un cadre que je vais tenter de résumer en 5 points. Premier point, il ne s'agit pas de remettre en cause l'universalité, de réécrire les droits de l'homme et de remettre en cause l'universalité de l'humanité et le socle de droit interrogeable qui est attaché. Aucune négociation n'est envisageable autour du primat de l'affirmation selon laquelle les hommes et les femmes naissent libres et demeurent égaux en droit, et de ce postulat, de tout ce qui en découle. Le deuxième élément, c'est que il faut absolument entendre les cultures et la diversité des cultures, des sociétés, non comme un obstacle, mais comme le ressort de l'universel. Pas de tout sans partie, pas de commun sans divers. On n'accède à l'universel qu'à partir de singuliers propres à chaque individu et à chaque peuple. Ce qui permettra peut-être en même temps, ce n'est pas négligeable, de mettre un terme à l'indécrottable et invraisemblable prétention occidentale à dicter à chacun le chemin qu'il doit emprunter pour atteindre le nirvana. Articulé, et qui en général ne correspond qu'aux intérêts du monde occidental. Il faut articuler les niveaux territoriaux, non pas de manière globale, mais à partir des aires culturelles et géographiques, et les articuler entre elles et en développant, à partir de là, les cercles de décision et de solidarité, sans quoi, si nous ne prenons pas cette précaution d'aller de bas en haut et d'étendre au fur et à mesure ces cercles, il me semble qu'il n'est ni légitimité, ni acceptabilité, et ni donc effectivité. Il faut, bien entendu, cela a été abordé tout à l'heure, assurer une transition juste qui répartisse les efforts entre les peuples et au sein des peuples, et qui ne perpétuent pas, ne reproduisent pas les injustices que nous connaissons. Et à cet égard,
la caricature que nous offre le capitalisme financiarisé et néolibéral est bien évidemment, me semble-t-il, incompatible avec cette dimension. Enfin, il faut universaliser les enjeux, ce qui implique, me semble-t-il, non d'impliquer les droits de la planète, mais d'appréhender ce résultant de l'articulation de l'humanité à la planète, et donc de définir, et c'est un élément, me semble-t-il, central, de nouveaux communs. De nouveaux communs qui sont tout aussi, et qui doivent être tout aussi inaliénables que les droits qui sont déjà énoncés dans les déclarations que nous connaissons. Cette idée de commun, et qui est une idée que la Ligue a déjà abordée dans d'autres universités d'automne, me paraît être un élément déterminant. Pourquoi? Parce qu'il offrira à ce moment-là une forme de réécriture et d'appréhension commune d'une situation qui nous est imposée à tous. Et bien entendu, cela peut se faire que dans le cadre d'une régulation mondiale et nouvelle. Les structures aujourd'hui dites de la communauté dite internationale sont manifestement inadéquates, qui s'appuient sur ces propositions, mais aussi comme sur une nouvelle forme de représentation mondiale qui ne peut se réduire au seul cénacle des États et qui doivent inclure les sociétés civiles, les corps intermédiaires, les entreprises, etc., à nous d'imaginer ce système de représentation qui me semble conjoint à cette réappropriation collective des droits. Car cette réécriture à plusieurs mains, cette intégration, cette conception des droits d'un ensemble appelé planète, cette réécriture est non seulement impérative, non seulement parce qu'il nous faut en fixer le cadre idéologique et d'effectivité, mais parce que ça nous permettra peut-être aussi, là, de ne plus s'exposer à la critique des droits au nom du fait qu'ils sont nés là ou autre. Ce serait leur reconnaître enfin une légitimité universelle et leur indivisibilité. Alors j'ai bien conscience que c'est à une révolution conceptuelle et méthodologique qu'il nous faut procéder, mais je crois que nous n'en avons pas le choix. Ça ne veut pas dire qu'entre-temps, pour revenir au début de mon propos, et j'en ai bientôt terminé, on ne peut pas adopter telle ou telle mesure transitoire ou autre. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut tout changer en ayant l'assurance que rien ne changera, selon une formule célèbre. Mais je pense qu'il faut résolument s'engager dans cette voie, parce que nous n'avons pas tout simplement d'autre choix. Ce qui, et ce sera mon tout dernier mot, ce qui me ramène à ce qu'est aussi la Ligue des droits de l'homme depuis sa fondation, qui ne porte pas pour rien le nom de Ligue pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que nous ne mettrons pas en œuvre cela sans, en tant qu'hommes et femmes engagés dans la société, nous nous engageons dans des choix politiques, dans des débats politiques, car il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme, il n'y a pas de politique des droits de l'homme. En revanche, il est de notre responsabilité de faire vivre en tant que citoyen, en tant que citoyenne, cette nouvelle approche des droits au profit de la planète entière.